Bienvenue sur la chaîne Tour d'Afrique News. On commence avec cette actualité. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un tournant historique et controversé au Burkina Faso. Le gouvernement a dissous tous les partis politiques et supprimé le cadre juridique qui les encadrait. Une décision qui fait beaucoup parler. Les autorités avancent que c'est pour reconstruire l'État et instaurer une forme de stabilité. Mais pour beaucoup, c'est surtout une attaque contre la liberté d'expression et le droit du peuple à s'organiser politiquement. Alors, quelles sont les causes de cette décision? Quelles conséquences pour la vie politique et sociale? Et surtout, cette mesure sert-elle vraiment le pays ou cherche-t-elle à empêcher la population de s'exprimer librement? C'est un recul démocratique, comme le disent certains. Pour parler de recul démocratique, il faut déjà pouvoir parler de démocratie. Est-ce que lorsque la représentativité, qui est un pilier essentiel de la démocratie, est absente, nous pouvons toujours parler de démocratie? Parlons de démocratie surtout pour les capacités du peuple à se faire représenter. Quand nous analysons ces décisions prises, il y a quand même souvent des prétextes avancés. Certains disent que pour être concentré sur les questions sécuritaires ou parfois pour atteindre une certaine cohésion nationale. La réalité est que c'est une preuve, une belle preuve d'ailleurs, que celui-là, qui n'a pas su, par ses idées, convaincre les populations d'adhérer à un projet national, veut, au lieu de converger ces diverses opinions, les supprimer et ne laisser vivant que sa seule propre opinion. Donc cela n'est pas forcément d'ailleurs un recul de la démocratie, c'est un recul de la nation elle-même, parce qu'une véritable nation rassemblée, c'est une nation dans laquelle il existe diverses opinions, il existe divers courants de pensée, et que l'ensemble de ces courants de pensée peuvent se donner la main pour aller travailler sur ce qui pourrait être l'essentiel. Mais supprimer tous les courants de pensée et ne maintenir qu'un seul, ce n'est pas forcément aller vers ce qu'on appelle une unité nationale, c'est aller vers peut-être une unicité politique, ou bien, j'ai envie de même dire, c'est une véritable forme de se mentir à soi-même, en se disant que oui, nous avons uni les gens et par la force. Ce qui est sûr, la cohésion nationale ne se décrète pas. Et donc, en interdisant les partis politiques ou autres, on ne force pas vers une cohésion nationale. Bien au contraire, on approfondit les divisions. L'autre aspect qu'ils mettent en avant, comme je l'ai dit, c'est celui de dire que bon, les questions sécuritaires doivent être prioritaires. Malheureusement, les questions sécuritaires ne relèvent pas de l'œuvre des partis politiques ou de l'œuvre des mouvements et organisations politiques. C'est l'œuvre des mécanismes de défense et de sécurité. Et ceux-là doivent pouvoir performer indépendamment du jeu politique. C'est ça la nature de la République, qu'il y ait cette séparation non seulement des pouvoirs, mais qu'il y ait cette séparation des rôles afin que chacun puisse jouer pleinement son rôle. Malheureusement, aujourd'hui, on veut tenter de nous faire croire que si les gens ont diverses opinions, ça empêcherait une armée de travailler ou de faire face au terrorisme. Malheureusement, ça donne plus de force d'ailleurs à la terreur. Alors, Kabri Yamba, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi donner une certaine crédibilité à ce discours qu'on entend aussi en territoire AES, c'est-à-dire au Burkina, au Mali et au Niger, qui est que on travaillerait à l'émergence d'un modèle politique qui va effectivement, on croit que Cheikh Oumar Doumbia ne soit pas d'accord, permettre l'unité nationale en bannissant totalement le modèle partisan. On l'appelle d'ailleurs au Burkina le système partisan. Bon, alors, moi, mon approche a toujours été prospective. Elle a toujours été dans la mesure où, dans le monde, rien n'est figé, tout est dynamique. Même nos conventions héritées des systèmes occidentaux ou orientaux ne sont pas des décrets divins. Ce sont des dynamiques qu'on peut toujours améliorer quand on a la possibilité de proposer de nouveaux paradigmes. Ce qui se passe au Burkina, c'est que il y a une quête de transformation du modèle de gouvernance. Une quête de transformation du modèle de gouvernance qui est, à mon sens, peut-être idéaliste dans ce contexte actuel où il y a la crise sécuritaire, parce que l'adhésion populaire pour choisir un modèle, un récit propre à nous, hybride, qui puisse intégrer en même temps les valeurs culturelles africaines et les acquis du libéralisme démocratique, et doivent se faire dans un contexte, en tout cas holistique, avec l'adhésion de l'ensemble des cerveaux, de l'ensemble des personnalités qui peuvent plus ou moins apporter des idées pour que ce socle-là soit un contenu consensuel et dégager une possible ligne de démarcation de la démocratie qui a aussi démontré ses lacunes. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement que des élections. Les élections aussi ne sont pas seulement que les partis politiques.
il y a des modèles de l'expression de la démocratie qui peuvent surpasser ou dépasser le choix des dirigeants par le vote, le mode du scrutin. Donc, le problème qui va se passer ici, que je vois, est que le contexte actuel, avec un régime militaire où pratiquement le pays est dans une dynamique de militarisation de la société, va poser un problème fondamental des libertés. Ça va poser un problème fondamental de l'expression plurielle des idées. Et on risque de se retrouver dans un contexte où c'est plutôt l'âme qui a le pouvoir que le cerveau. Très bien. Alors, docteur Arthur Kamena Yoboué. Oui, moi, il y a deux choses qui attirent mon attention. La première, c'est que, au regard des différents systèmes qui ont été mis en place, on observe la géopolitique internationale et surtout les différents passés historiques, on se rend compte que l'AES est dans une dynamique de copier ce qui a été présenté. Par exemple, quand je prends le cas de Singapour, où à un moment donné, le président a dû prendre des mesures très difficiles en supprimant la liberté d'expression et qui a produit un miracle singapourien qui inspire beaucoup. Donc je me dis que dans cette dynamique-là, ça peut inspirer. L'autre chose que j'observe, c'est que les réalités de 1960 ne sont pas les réalités de 2026, dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans un espace géoplanétaire très ouvert, où tout ce que vous faites est analysé et la capacité à étouffer la liberté d'expression se réduit de jour en jour. C'est pourquoi pour moi la suppression des partis politiques se présente même comme le fondement même de la menace et de la stabilité de ces espaces-là. Parce que si moi j'avais sincèrement une orientation à donner en termes d'approche, ce qui était souhaitable, c'était de laisser les partis politiques, parce que ça permet de voir autrement et d'ajuster votre politique et surtout de convaincre vos adversaires. Parce que lorsque vous supprimez les partis politiques, quel est l'effet induit? C'est que ces personnes qui n'ont pas la capacité de s'exprimer autrement. Alors que vous, dans votre manière de vous exprimer autrement, vous avez pris les armes pour arriver au pouvoir. Donc moi, c'est cette ambivalence-là que je questionne et je me dis que le fait de supprimer les partis politiques est la source même d'une probable déstabilisation et qui pourrait revenir même de la population. Ah, c'est bon, Josias. Alors pour parler de recul des démocraties, je pense qu'il faut se questionner déjà et regarder si on est déjà en démocratie. Au Burkina, on n'est plus en démocratie depuis un bon moment. Et le 1er avril 2025, c'est le président lui-même qui le disait. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, qui disait, pour citer rapidement, il faut le rappeler, ici, nous ne sommes pas en démocratie. Nous sommes en révolution progressiste populaire. Alors, la révolution progressiste populaire, c'est la façon néo de ce qui était à l'époque la RDP, la révolution démocratique et populaire, qui a été initiée à partir du 4 août 1983 par M. Sankara. Alors, lorsqu'il lance cet appel-là, lorsqu'il lance ses propos et on va dire cette conception nouvelle du Burkina Faso, il s'inscrit également dans la raison pour laquelle il a réalisé ce qu'il a fait en septembre 2022, le coup d'État. Il est venu pour une révolution. Et lorsqu'on parle de révolution, on parle de changement généralement radical et direct du système, qu'il soit social, politique, dans lequel on se trouve. Donc, lorsqu'il dissout, à partir de cet instant, les partis politiques, ça converge avec cette volonté qu'il a inspirée en septembre 2022 lorsqu'il réalisait le coup d'État. Mais ça ressemble aussi à quelque chose qu'on a connu, nous, Ivoiriens, en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on avait la Première République, avec la première constitution, donc la constitution de 1960, pardon, celle de 1958, qui a été par la suite celle de 1960, on avait à l'article 7 le principe selon lequel il fallait qu'on ait plusieurs partis politiques qui puissent également s'exprimer librement en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny a jugé bon, selon sa lecture future de la Côte d'Ivoire, qu'il ne fallait pas permettre à ce que ces partis politiques puissent exister. Donc, dans l'ensemble, on a une sorte de parti unique, parti État. Quelle a été la finalité? On a eu par la suite, en avril 1990, le retour du multipartisme, mais on a connu, avant d'arriver en 1990, une sorte d'évolution économique, de progression du pays. On a parlé même du miracle ivoirien. Alors, si on renvoie ça au cas du Burkina Faso, la question, à mon sens, ce n'est pas réellement ou forcément de savoir si on recule en termes de démocratie, mais quel pourrait être l'impact de cette décision-là. Alors, lorsque on est confronté au cas du Burkina Faso, qui est plutôt sécuritaire, à mon sens, que toute autre chose, est-ce que dissoudre les partis politiques pourrait nous permettre à la réalité de répondre à la question sécuritaire? Alors, il y a l'argument qui est avancé par le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso qui dit que le problème ici, c'est la divergence qui est créée par les partis politiques. Parce qu'il veut faire monter, il veut montrer également une conception claire du Burkinabé et du Burkina Faso qui va permettre à ce qu'on puisse, comme le combat de M. Sankara, permettre évincer tous ceux-là qui sont dans le Burkina Faso et qui pourraient peut-être un jour servir les intérêts néo-impérialistes qui sont défendus par d'autres puissances. Donc, si on ne permet plus à ce que ces partis politiques-là puissent
aller dans un discours ou conduire les citoyens dans une conception différente du message qu'on veut véhiculer, ça s'inscrit logiquement dans ce qu'on veut réaliser. Et est-ce que cela pourra être bénéfique? Oui, dans une certaine mesure, parce que ça permettra d'avoir un seul et unique discours, officiellement et publiquement, celui de M. Ibrahim Traoré et son équipe. Donc on pourra réussir peut-être à formater, à reconstituer, à recréer le burkinabé. Mais dans le long terme, si on n'arrive pas forcément à résoudre le problème qui est celui de la sécurité, est-ce que ceux qui sont ou qui ont été des partis politiques ou dans ces partis politiques-là ne vont pas utiliser d'autres canaux par la suite pour pouvoir s'exprimer? Ça, c'est aussi une question qui, à mon sens, faudrait creuser. D'ailleurs, Émile Zerbo, qui est le ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso, qui accuse d'ailleurs le système partisan d'avoir, dit-il, divisé la population burkinabé et que cette mesure vise à le remettre à plat dans son intégrité. Alamine Fofana. Oui, par rapport à cette question, déjà on est clair sur le principe, il y a contradiction. La démocratie dit X, l'action observée dit Y. Mais après, il faut aller un peu plus en profondeur par rapport à la sociologie du pays en question, par rapport à la sociologie de la zone et l'histoire. Joseph disait quelque chose d'assez intéressant par rapport à la Côte d'Ivoire, on l'a connu nous-mêmes ici. La volonté de tuer les spécificités et les velléités d'ambition politique au profit d'une unité nationale. Si on a parlé des miracles économiques ivoiriens avant 90, est-ce que le prix de cette unité ivoirienne en apparence, c'est pas elle-même qui a conduit la Côte d'Ivoire à 15 ans de crise? Donc quand le président Félix Houphouët-Boigny n'est plus, entre 1995 et 2010, la Côte d'Ivoire a connu une succession de crises. Il nous pose une question fondamentale. Est-ce qu'on peut construire un développement durable sans démocratie d'un pays démocratique? C'est tout le paradoxe qui est là. Il est possible d'avoir des résultats ponctuels, des résultats à court terme. Mais est-ce que sur la durée, entorser le cours de la démocratie peut conduire à un développement pérenne, solide, dans un État qui s'est dit démocratique? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si vous empêchez les gens de s'exprimer de manière officielle, ils vont s'exprimer de manière officieuse. Et très souvent, l'expression officieuse est plus dangereuse que l'expression officielle. Mais attention, en général, au Burkina Faso, les décisions prises par le régime en place sont plutôt favorablement accueillies de ce qu'on voit par la population. Il ne faut pas confondre la population et puis la foule. En Côte d'Ivoire, il y a 32 millions d'Ivoiriens, il y a 32 millions d'habitants. Donc si 200 000 personnes prennent les rues de Yopougon, ils vont dire les populations ivoiriennes, quoi. Il ne faut pas confondre la population et la foule. Il y a des millions de Burkinabés qui ont des aspirations autres que ceux prônés par le régime, mais qui n'ont pas un cadre justement d'expression au prix de leur vie ou bien au prix de complications dans la société. Pour moi, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'entends certaines personnes qui disent que la démocratie n'est pas faite pour les Africains, ça me fait mal. Parce que justement, même la démocratie est faite pour les Africaines. Parce qu'en situation de démocratie, regardez un peu les comportements de certains hommes politiques. Tout continent, tout pays confondu, ce n'est pas seulement les États de l'AES. Donc imaginez s'il n'y avait pas ce minimum démocratique-là qui essayait de pouvoir encadrer les choses. Donc c'est une autre dérive parmi une série de dérives connues ultérieurement. Avant de parler de démocratie, la clé de la démocratie, c'est la loi. Si la loi n'arrive pas à être générale et impersonnelle, on se retire plus de la démocratie. L'égalité, la liberté, les critères de la démocratie, c'est encore compliqué. Maintenant, ici, on arrive à un niveau où on essaie de fermer le pluralisme démocratique, ce qui est assez grave. Parce que dans un pays rempli d'intellectuels et de personnes intelligentes, il ne peut pas avoir une seule intelligentsia capable de pouvoir détecter les problématiques, actionner les solutions et puis résoudre les problèmes de la population. Ce n'est pas possible. La raison pour laquelle la démocratie, c'est qu'on n'a pas les mêmes manières de penser. Et la vérité, souvent, naît dans la discussion. Donc, c'est le premier principe de la démocratie, la délibération. Donc, c'est l'éthique de la discussion, discuter, échanger. Si on ferme cette capacité à discussion, on ferme aussi une bonne partie des solutions. L'autre chose aussi, c'est la mutualisation des compétences. En démocratie, la compétence n'est pas propre à un régime ou bien forcément à une idéologie. Donc, la simple présence d'opposition pour discuter, amender, améliorer, critiquer, permet aux décideurs publics de mieux voir et de mieux comprendre. Donc pour moi, cette solution-là complique un peu plus les choses que ne facilite les choses. Mohamed Nour Djarassouba. Je pense que le Burkina a estimé que la démocratie ralentissait leur prise de décision. Ça peut nous rappeler un peu ce qui s'est passé en Égypte en 2013 avec l'ancien président Mohamed Morsi. Moi, aujourd'hui, je pense que les contre-pouvoirs ont une importance dans la société politique, dans nos pays. Parce que ça va faciliter quelque part le débat d'idées. Vous savez, quand on a une opposition, on fait face aux critiques. Quand on a une sorte de pluralisme dans nos pays, on peut entendre aussi une grogne venant d'autre part de ceux qui ne sont pas satisfaits du travail. Ça nous amène à nous améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le fruit de critiques constructives. Et je pense qu'aujourd'hui, Cheikh Oumar parlait d'unité nationale, que le Burkina souhaitera avoir une unité nationale. Moi, je dirais que effectivement, je le rejoins dans ça, en disant qu'on veut une unité nationale en créant un musulman national.
C'est-à-dire qu'on empêche ceux qui ne sont pas satisfaits de pouvoir s'exprimer. Et en parlant de cela, je reviens à ce que Josias disait par rapport à la Côte d'Ivoire d'avant, avec le président Houphouët-Boigny. Je veux dire, les réalités sont différentes. 50 ans, 60 ans plus tôt, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de canaux de communication. Aujourd'hui, là où il y a un plus gros besoin de s'exprimer, de faire connaître ses remarques, de faire connaître ses critiques, les choses ont changé, les gens ont beaucoup plus envie de parler. Donc quand on leur demande de ne pas venir sur la scène politique, c'est-à-dire soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, ça peut créer une sorte ça peut déranger la cohésion sociale, à mon avis. Et donc je pense qu'aujourd'hui, d'ici 5 à 10 ans, si on veut se projeter, on n'aura plus de culture politique dans ces pays de l'AES à cette allure-là. Donc quand on sait qu'on est dans un contexte de guerre asymétrique en ce moment, avec le Burkina, le Mali, le Niger qui ont des besoins en termes de sécurité, de stabilité, museler l'opposition, museler ceux qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de faire des propositions, pour moi, ce n'est pas forcément la solution. Donc c'est un modèle que le Burkina est en train de tester. À court terme, ça peut être intéressant, ça peut donner un semblant d'unité, mais à long terme, je ne pense pas que ça pourra. Voilà pour cette analyse sur la dissolution des partis politiques au Burkina Faso. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette mesure protège le pays ou réduit nos libertés? N'oubliez pas de partager et vous abonner pour suivre toutes nos actualités sur l'Afrique.